c'est encore moi, Alpha Skoll, toujours l'œil éclairé et l'oreille grandement ouverte. Je reviens encore vers vous dans l'optique de mes analyses comme à la coutume. Mesdames et messieurs, je vais vous raconter une histoire, comme je le disais. Aujourd'hui, je vais imaginer mes propos, mais après, je vais vous présenter une vidéo et à l'issue de cette vidéo-là, chacun va faire son idée et chacun saura porter son analyse à son niveau, autant que nous tous sommes réfléchis. Mais tout le monde n'appréhende pas les choses de la même manière. Une fois encore, soyez les bienvenus dans le comité d'Alpha Skoll. Alors, mesdames et messieurs, sur notre topic, on a l'habitude de raconter une histoire. Ils ont l'habitude de nous raconter une histoire depuis que nous étions petits. Je ne sais pas si vous avez eu la chance aussi d'écouter la même histoire que moi. Il s'agissait d'un animal liène qui est toujours dans nos contes, qui est toujours présent dans nos contes. Liène, vous savez, c'est un animal qui est un peu reconnu comme un peu gauche dans ses actions, un peu maladroit, si on veut dire ça comme ça. Voilà, je ne sais pas si on va lier ça à l'intelligence ou à l'inattention, et sinon à l'égoïsme, on ne sait pas. Mais dans nos contes, Liène est toujours à contre-courant avec l'esprit commun, l'idée commune, l'association. Il est toujours en porte-à-faux avec les décisions associatives dans nos contes et dans nos légendes. Voilà une hyène qui a marché sur une longue distance dans un désert, à l'issue d'une aventure qui s'est portée infructueuse, et les siens lui ont dit « Ah non, il ne faut pas que tu te jettes dans cette aventure parce que cette aventure peut être aussi périlleuse pour toi. » Nous tous qui sommes ici au village, que ce soit tout le monde, tous les habitants, voilà, nous sommes habitués à se faire. Donc, il avait voulu suivre des animaux. Vous savez, le village de Liène était confronté à une famine. Le village, c'est vrai, les villageois arrivaient à se défendre autant qu'ils peuvent, manger une fois par jour, manger peut-être 2 fois par jour pour les plus chanceux, sinon tout le monde mangeait une fois par jour. Il y en a même qui dormaient le ventre creux. Et c'est en cela que Liène est sorti pour aller à l'aventure en suivant des troupeaux de gazelles et de lièvres. Mais il s'est trouvé que son aventure s'est portée infructueuse. Et donc, quand il revient, il ne peut pas revenir au village pour dire que, puisque déjà, il n'y a pas à manger à la maison, il n'y a pas à manger au village. Si tu dois encore parcourir une longue distance derrière des troupeaux qui n'est même pas sûr d'avoir, c'est mieux de rester à la maison et travailler comme les autres pour pouvoir espérer avoir à manger par jour. Liène n'a pas voulu cela. Vous savez, Liène est un animal qui est habitué à manger des carcasses. Voilà, des animaux déjà morts. Ils sont déjà habitués à ça. Liène est habitué à manger des animaux déjà morts. C'est un charognard, si on peut dire ça comme ça. Donc, Liène, après avoir fait tout ça, il est parti. Son aventure s'est portée infructueuse. Et il revient, il aura honte. Pendant ce temps, les gens ont les champs, il ne pleut pas, et les gens sont dans le labeur, dans le dur labeur, dans les travaux champêtres et autres, et tout, ne serait-ce que pour avoir à manger une fois par jour. Liène qui n'a rien fait de tout cela, qui a pensé que tout lui sera facile, lorsqu'il sera opposé à l'esprit commun, à l'état d'esprit commun, à la pensée commune, en voulant suivre d'une manière aventurière un troupeau d'animal qui n'est même pas sûr de pouvoir en capturer, il n'est même pas sûr de pouvoir capturer, donc il les suit. Et comme toute attente, vous savez, quand les animaux sont dans leur milieu naturel, ils sont très efficaces. Quand ils se retrouvent dans leur milieu naturel, ils sont très efficaces. Voilà. Donc, si vous êtes de la savane, que vous vous retrouvez en pleine forêt avec des animaux qui sont habitués à la forêt, ça devient compliqué pour vous. Si vous êtes de la forêt, que vous vous retrouvez avec des animaux qui sont habitués au milieu aquatique, ça devient aussi également compliqué. Donc, Liène, sachant tout ça, il a subi et son aventure s'est portée infructueuse. Et après cette aventure périlleuse, Liène retourne au village. Mais au cours du chemin, Liène voit des carcasses d'animaux qui avaient déjà fini l'étape de putréfaction. Donc ça veut dire qu'il n'y avait plus de chair à croquer. Il n'y avait que des os. Pour ne pas avoir honte, qu'est-ce que Liène a fait? Liène a pris un os, un gros os. Et il a mis l'os dans la gueule. Il s'est rendu au village. Et quand les villageois l'ont vu avec un gros os, les villageois lui ont dit « Ah, donc finalement ton aventure a été fructueuse alors. Tu en as mangé, voilà, tu reviens avec des os. On ne comprend pas avec un si gros os. C'est que vraiment tu as eu de la chance toi. Mais il fallait en envoyer au village pour que nous aussi nous puissions en profiter. » Et qu'est-ce que Liène va dire? Il va dire « Non, j'en ai tellement mangé que j'ai laissé le reste des carcasses derrière. » Donc si vous allez trouver des animaux, des carcasses à foison. Il y a de la chair partout, mais très loin. J'en ai laissé. Et comme je suis rassasié, je ne pouvais pas transporter de la viande. Voilà, c'est en mangeant sur la route que j'ai pu terminer la viande que vous voyez, lorsque vous voyez dans ma gueule. Et c'est cette viande-là que j'ai mangée jusqu'ici. Depuis lors, je suis en train de manger, tout le long de mon parcours, c'est cette viande-là que j'étais en train de manger. C'est à la rentrée du village que la viande est finie. La viande est terminée. Alors, entre griffes, mesdames et messieurs, il y a un adage chez nous qui dit, lorsque tu mens à ton père ou à ta mère que tu viens d'épouser une nouvelle femme,
Ce n'est pas à ton père ni à ta mère que tu as menti. Suivez bien mon regard. C'est à toi-même que tu as menti. Parce que la nuit tombée, tu te retrouveras seul dans ton lit. C'est en ce moment-là que tu réfléchiras. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, il te reviendra en tête que tu viens de dire un gros mensonge à ton père ou à ta mère. Et ça, c'était pour illustrer également aussi mon propos. Donc, Lien qui ment, qui dit que lui, il vient de finir avec des gibiers à foison et qu'il en a laissé des carcasses qui ne pourraient même pas finir, que tout le village pourrait s'en nourrir. Donc, voilà Lien maintenant. Il voit tout le village en train de courir pour aller chercher la carcasse dont il parle. Mais vous voyez, quand une personne a la volonté d'obtenir quelque chose, vous voyez la hargne, la dévotion, le courage, la personne dispose. Voilà, le courage, la hargne et la volonté dont la personne dispose. Vous voyez sa manière de faire les choses. Vous voyez comment la personne se déploie. Vous comprenez que cette personne-là est vraiment dans son sérieux, comme on le dit chez nous ici. Donc, bien, lorsqu'il a vu les gens commencer à tailler, commencer à courir pour aller à la recherche des carcasses dont il parle, il s'est lui-même assis et puis il a dit, mais attends, finalement, on dirait que c'est vrai, hein? Apparemment, le mensonge que je viens de leur dire là, pourrait être une vérité absolue. Parce qu'il a vu que tous les villageois sont en train de déployer les efforts pour pouvoir aller chercher les carcasses dont Lien parlait. Et c'est en cela que Lien, il s'assoit, il commence à cogiter, il réfléchit, et puis il croit à son propre mensonge. À l'événement qui vient de se déployer devant lui, qui vient de se passer devant lui, Lien croit à son propre mensonge. Parce que plus de la moitié du village est en train de déployer des efforts pour pouvoir aller voir de quoi il est question. De quelle carapace le Lien parle tant? Quelle est la potentialité d'en avoir de la viande pour pouvoir retourner à la maison avec autant de viande dont Lien venait de parler? Donc, Lien étant assis en train de réfléchir, vous voyez, quand on parle à son subconscient, arrivé à un certain moment, vous venez de dire une parole. À l'origine, vous savez que cette parole que vous venez de dire est une blague. Vous voyez, de votre part, c'est juste un fruit de l'imagination que vous venez de sortir. Mais arrivé à un certain moment, la réaction des gens qui sont en face de vous amène à vous poser des questions. Et souvent, cette petite voix derrière vos neurones, derrière votre réflexion, votre imagination, qui vous dit que mais qu'est-ce qui prouve que ce que tu viens de dire n'est pas une vérité? Et cela vous amène à croire à ce que vous étiez en train de véhiculer, qui serait pour vous, comment on appelle ça, un leurre. Mais finalement, vous finissez par croire à votre propre leurre. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Lien. C'est-à-dire, il a menti aux villageois, mais le comportement des villageois, la hargne, le courage des villageois a déployé cet effort-là pour aller chercher la viande, la carcasse, les gibiers dont parlait Lien, a amené Lien à croire à son propre mensonge. Est-ce que vous comprenez? Donc, Lien va se lever maintenant, commencer à courir maintenant derrière le reste des villageois qui sont en train de courir pour aller chercher la carcasse dont il parlait. Vous voyez? Aller chercher les charognes dont il parlait. Donc, du coup, il croit son propre mensonge alors qu'il n'y avait que dalle. Donc, Lien commence maintenant à se redéployer derrière les autres villageois dans l'espoir de retrouver de la viande qu'il avait imaginée, l'imagination issue du mensonge qu'il avait peaufiné pour éviter d'avoir honte. Donc, à force de lui faire, de faire son apologie, et à force de dire qu'il est quelqu'un de bien, il a bien fait, ah non, aujourd'hui on aura de la viande, on aura de quoi manger. Voilà Lien qui croit à son propre mensonge. Alors, mesdames et messieurs, la morale de cette histoire, c'est que je suis en train de parler de quelqu'un qui se ment à lui-même. Mais il sait qu'il est en train de se mentir à lui-même. Mais voyant la masse, pour ne pas avoir honte, il essaie d'extrapoler ce même mensonge auprès de l'Assemblée. Et donc, la réaction de l'Assemblée le fait croire que ce qu'il est en train de dire n'est plus un mensonge, mais plutôt une vérité. Voilà la morale de l'histoire. C'est-à-dire, quelqu'un qui ment, à force de vouloir mentir, vous finirez par croire à votre propre mensonge. C'est-à-dire que vous êtes pris à votre propre piège. C'est ce qui est en train de se passer avec l'opposition ivoirienne. À force de mentir aux yeux du monde, à force de mentir, vous vous rappelez, Soro Diom à l'époque, il disait aux gens que Le Drian avec lui, et Macron avec lui, ou bien je sais pas, Le Drian avec lui, et Macron avec qui que ce soit, les Américains sont avec lui. Ensuite, quand il dit ça, dans l'air d'applaudissements, sur les bruits d'applaudissements de ces pays, il dit qu'il ferait asseoir le président Ouattara pour lui donner des conseils. Ça, c'était depuis 2020. Et vous voyez, non, il mentait, mais des gens qui étaient à côté de lui croyaient en lui. Ceux qui étaient à côté de lui croyaient en lui. Est-ce que vous comprenez? Lui va faire asseoir Ouattara, le président Ouattara, et lui donner des conseils. Vous voyez des gens comme ça? Et quand il dit ça, ces militants, des ignares, commencent à applaudir. Oh, quand il dit ceci, ça crie. Oh, en temps, ils sont assis devant des bouteilles de vin, des bouteilles de liqueur. Voilà. Donc, l'alcool faisant son effet, il continue de proliférer dans son mensonge, de proliférer le mensonge. Et ces militants, ces sbires qui sont à côté de lui, continuent d'applaudir. Est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça, finalement, il croit à son propre mensonge. Il finit par croire à son mensonge.
Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? C'est-à-dire que la mythomanie commence à gagner son état d'esprit intrinsèque. Donc, ça fait que le gars, il ment et puis il croit à son mensonge. C'est ce qui se passe avec le Front commun. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas la vérité au peuple. Le peuple, la partie du peuple qui les suit, les militants qui les suivent là, c'est qu'ils appellent le peuple là, ils n'arrivent pas à leur dire la vérité de façon conséquente et de façon objective. Donc, ils versent toujours dans le dilatoire et dans le mensonge. Finalement, ils ont l'intention et l'impression de croire à eux-mêmes leurs propres mensonges. Et là, ils sont toujours pris au piège. Vous voyez, des gens qui disent que nous allons tout boycotter, nous allons inviter le président de gouverner, nous ne croyons pas aux élections, ceci, cela, c'est ceci, c'est cela. Aujourd'hui, là, ces mêmes personnes-là sont en train de s'apprêter pour aller participer aux élections législatives. Les frères, arrivé à un certain moment, l'être humain, même quand tu veux mentir souvent, regarde dans ton rétroviseur pour voir d'où tu viens. À partir de là, peut-être dans ta conscience, tu auras un droit de regard relativement à ceux qui sont autour de toi. Voilà. Même quand tu n'as pas pitié de toi-même, mais aie pitié de ceux qui sont autour de toi. Voilà, c'est ce qui se passe avec l'opposition ivoirienne. Ils sont en train de mentir à leurs militants, surtout ceux-mêmes qui n'ont même pas connu 2000, c'est-à-dire le temps de gestion du président Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, là, ils prennent tout pour argent comptant. Donc finalement, à force de mentir à des gens qui croient en leurs mensonges, eux-mêmes ils finissent par croire que leur mensonge est une vérité. Donc c'est un peu la morale de l'histoire. Vraiment que Dieu nous aide. Et aujourd'hui, je vous raconte cette histoire-là pour essayer d'imager mes propos relativement au comportement de l'opposition ivoirienne. Des gens qui savent qu'ils ne peuvent rien contre un pouvoir, contre un État, contre un gouvernement, contre une république, mais ils se lancent dans une lutte perdue d'avance. Et comme ils savent que la lutte est perdue d'avance, ils veulent pousser le gouvernement en face à l'erreur. Et ils sont prêts à tout pour que le monde entier ait un droit de regard sur eux et sur les actions. Au détriment du peuple qu'ils sont censés gouverner demain. Au détriment du peuple dont ils sont censés défendre les intérêts demain. Vous voyez cette vidéo, ça dit que je suis en train de vous dire que l'opposition ivoirienne croit à son propre mensonge. Quelque chose qui est peaufiné. Ils ont saupoudré quelque chose les uns dans les oreilles des autres pour dire que oui, nous pouvons faire ça, l'opinion internationale. C'est dommage quoi. On aime crier au panafricanisme, on aime crier à l'indépendance, on aime notre souveraineté sur tous les toits du monde et à tous les niveaux. On aime ça. C'est devenu un slogan. Nous sommes un pays indépendant, nous sommes panafricains, nous sommes un pays souverain. C'est devenu un slogan. C'est un slogan. Le comportement n'a rien à voir avec ce qu'on prononce matin, midi et soir. On peut remarquer cela autour de nous dans certains pays de l'AES. Voilà. Ou bien dans toute l'AES. On promet des choses au peuple, mais à la réalité, on essaie de sucer le sang du peuple. On essaie de se sucrer sur le dos du peuple. Voilà, ça c'était une parenthèse. Mais je suis en train de vous dire que l'opposition ivoirienne, ça dit peaufine des mensonges. Ils rentrent dans le laboratoire, ils créent des idées, des imaginations. Ils créent des choses qu'ils ne peuvent pas soutenir. Voilà quelqu'un qui vient et dit oui, si celui-là avec nous, voilà ce qu'on va faire, des plans d'action. Et je vous dis que ce genre de plan-là, machiavélique, là, je vous dis de qui ça vient. Ça vient de Guillaume Soro. Ce genre de plan-là, c'est-à-dire s'attaquer aux innocents, c'est-à-dire faire le maximum de dégâts pour avoir l'œil et le regard de l'Occident, du reste du monde, sur la petite portion de terre qu'on veut acquérir relativement au reste du monde. Donc, on est prêt à tout pour ça. Ce plan-là, je vous dis, hein, c'est vrai, il n'y a pas d'opposition sérieuse en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'opposition qui puisse vraiment impacter le peuple ivoirien en Côte d'Ivoire. Ils sont dans une sorte de clanisme. Ils sont dans le clanisme. Je suis proche de celui-là. Il vient de la même région que celui-là. Celui-là est proche de moi. Hier, celui-là a embauché mon papa. Ou bien, grâce à celui-là, hier, mon papa travaillait. Donc, ils sont dans une logique comme ça. Ou bien, hier, celui-là nous payait, même quand on ne faisait rien. On sortait seulement pour insulter les autres et puis on nous payait chaque fin de mois. Chaque fin de mois, nous étions payés. On ne faisait rien. Le soir, on s'habillait bien, on partait s'arrêter quelque part et puis on vociférait à longueur de journée et chaque fin de mois, on nous payait. Ils ont la nostalgie de cette opulence-là, de cette grâce-là. Entre griffes, ils ont la nostalgie. Ils étaient entretenus dans la poche du contribuable ivoirien. Voilà, au vu au su de tout le monde. Et ils avaient la latitude, ils avaient la liberté de faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient porter atteinte à la vie de n'importe qui ils voulaient. Donc aujourd'hui, là, il n'est plus possible pour eux de se comporter comme ça dans la société. C'est des gens qui n'ont jamais qui n'ont jamais été intéressés par le développement personnel, par la réflexion, par la cogitation, par la réflexion sensée, hein, le débat réel, par les intérêts publics. Vous voyez, par la contradiction, c'est des gens qui n'ont jamais été habitués à ça. Ils ne sont pas habitués à confrontement, les débats d'idées. Ils ne sont pas habitués à ça. Ils aiment toujours verser dans la violence.
Et donc aujourd'hui, là, l'état des droits est instauré en Côte d'Ivoire. Les gens ont la nostalgie du passé. Quelqu'un viendrait et les ferait passer tout ce temps-là, c'est-à-dire les ferait traverser ce temps et ensuite les ramener le passé dont ils ont profité hier. Aujourd'hui, là, c'est dans ça qu'ils sont. Hein. Sinon, le bien-être, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une entreprise, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que l'État peut faire pour nous accompagner, voilà ce que je peux faire. Je vais à la recherche des marchés, je dois cogiter, je dois réfléchir, je dois me faire des sous. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, tout ce développement autour de nous, tout ce qui avance aujourd'hui, là, tout ce qui fait notre fierté, tout ce qu'aujourd'hui l'Ivoirien lambda souhaite aujourd'hui, sollicite pour lui-même aujourd'hui, ça ne les intéresse pas. Tous les problèmes, si X vient au pouvoir, nous on en profitera. Si Y vient au pouvoir, nous on sera heureux. On n'aura même pas besoin de travailler. Voilà ce que les gens se disent. Et aujourd'hui, ils ont fait un front commun. Dans le front commun, il y a quelqu'un qui est là, qui va gérer le volet des autres, c'est-à-dire le volet militaire. Donc ce dernier va leur dire non, on va faire comme ça, on va faire sortir les gens, ils vont commettre des dégâts ça et là, ils vont brûler des marchés, ils vont s'attaquer aux installations étatiques, ils vont s'attaquer aux installations de l'État et à l'issue de ça, voilà, le monde entier aura un regard sur nous et puis à partir de là, nous allons nous faire entendre. Comme ça là, nous allons passer à la négociation, une transition va s'imposer. C'est comme ça que ça se passe dans les têtes. Mesdames et messieurs, je suis sincère au nom du Dieu qui m'a créé par tout ce que je suis en train de vous dire. Bien, nous sommes à Gazayo, un village de Guibérois. Et il n'y a pas d'élection le samedi ici. Le samedi, chez nous ici à Guibérois, il n'y a pas d'élection. On se braquera contre le 4e mandat. Le vendredi, nous sommes là. Le samedi, nous sommes là. Le dimanche, nous sommes là. Le lundi, nous sommes là. Il n'y aura pas d'élection. On sait qu'ils ont déjà triché, ils ont déjà voté dans des maisons. Mais comment ils vont faire pour proclamer leurs résultats? Ils vont nous le dire. Parce que toutes les urnes seront brisées, seront brûlées. Ici à Guibérois, il n'y a pas d'élection. En tout cas, moi, dans mon village, je suis à Guibérois, je suis à Gazayo. Je parcours tous les villages pour donner le message du Front commun. Donner le message du président Laurent Gbagbo. Donner le message des enfants de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'élection ici. Ni à Gazayo, ni à Guibérois. Voilà. Vous voyez, c'est vrai, l'opposition marche en Côte d'Ivoire. L'opposition brûle les pneus sur la route. L'opposition s'attaque au bien. Voilà, d'une manière ou d'une autre. On a l'habitude de voir ça. Nous nous attendons souvent à ça. Mais aujourd'hui, là, vous avez vu que maintenant, là, cette manière de fonctionner de l'opposition actuelle n'a rien à voir avec ce dont nous avons l'habitude de voir. Ça veut dire que Soro Diom est dans la danse. Puisque Soro Diom, actuellement, là, il est perché au Burkina Faso. Voilà, dans la bonne grâce des autorités burkinabées. Donc, du coup, c'est lui maintenant qui pilote la matière grise, qui dit voilà, si ça est comme ci, si ça est comme ça, nous on peut faire ça comme ça. Il faut faire les dégâts ici, il faut faire les dégâts là, pendant que les gens seront concentrés là, nous sommes en train de faire ça ici en bas, pendant ce temps, ils ne peuvent plus rien contrôler. Ça, c'est la technique. Sinon, c'est le fonctionnement tactique de Guillaume Soro. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et donc, aujourd'hui, là, cette opposition-là, c'est sur ça qu'ils se sont apaisantis pour pouvoir avoir un comportement sous prétexte que non, on va tenir le coup, nous allons espérer. Est-ce que vous savez à quel état de sécurité la Côte d'Ivoire est aujourd'hui? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que toute personne qui communique sur le sol ivoirien actuellement là, est susceptible d'être à l'écoute, d'être sur l'écoute. Ils ne savent pas. Même si vous prenez une puce non identifiée aujourd'hui, que vous vous mettez à communiquer là, vous êtes sur l'écoute. Ouattara n'est pas le camarade de quelqu'un. Alassane Ouattara n'est pas le copain de qui que ce soit. C'est un autre niveau. Alassane Ouattara, c'est l'étude supérieure à un autre niveau sur le plan politique. Alassane Ouattara, c'est une autre compréhension de la politique et la gestion d'un État. Il a dit une phrase pendant sa prestation de serment à Yamoussoukro en 2011, et je ne l'ai jamais oublié. Il dit, ils ont géré l'État, ils ont géré des hommes, mais ils n'ont jamais su comment le monde fonctionne. Quand vous ne savez pas comment le monde fonctionne, vous ne pouvez pas gérer un État. Aussi petit que soit l'État, vous ne pouvez pas gérer un État. Quelle que soit votre audience, quel que soit votre carnet d'adresse, quelle que soit la graine de l'esprit pensant qui est en vous, quelle que soit l'élégance intellectuelle, à laquelle vous êtes doté, vous ne pouvez pas gérer un État si vous n'avez pas une idée de la gestion du monde, de cette planète. Comment les 8 milliards de personnes sur notre planète se sont gérées dans le monde, dans les différents contrées et dans les différents États. Tant que vous n'avez pas une idée de ça, vous ne pouvez pas gérer un État, vous ne pouvez pas gérer un pays, vous ne pouvez pas être un président. Ça, je vous le dis, ça, c'est factuel. Voilà. Alassane Ouattara, c'est une école. Alassane Ouattara, il n'est pas venu au pouvoir par hasard. C'est quelque chose qu'il a préparé, il a mûri. Quelqu'un qui laisse une institution financière de la trempe du FMI. Ça dit, étant DGA du FMI, le monsieur n'a rien à envier à un chef d'État africain. Même un chef d'État
européen, même occidental. Étant au FMI, il est payé plus cher qu'un président français. Étant au FMI, ça veut dire que le directeur adjoint du FMI est payé plus cher même qu'un président américain. Allez-y vérifier les choses. Un homme qui quitte toute cette grâce-là, qui dit qu'il va venir gérer un pays, son pays, vous croyez qu'il va faire les choses au hasard? Ne vous fatiguez pas les gars. Même si vous prenez un touraya, vous utilisez un touraya actuellement sur le sol ivoirien, sur les 322 470 km². Si vous dites des choses qui sont censées vous compromettre juridiquement, là, dans les minutes qui suivent, dans les heures qui suivent, vous serez mis aux arrêts. Vous serez mis aux arrêts. La Côte d'Ivoire n'est plus comme avant. L'état de sécurité de la Côte d'Ivoire est un autre niveau. Mais je ferai une autre vidéo sur ça. Je ferai une vidéo spéciale pour ça. Bon, vous voyez un homme comme ça. Voilà quelqu'un qui n'est plus un enfant, qui ne sait plus où il va. Ils ont échoué à l'école, ils ont échoué dans la vie de tous les jours, ils ont échoué dans leur communauté. Et donc, ils attendent qu'une tierce personne vienne au pouvoir pour pouvoir renaître de leurs cendres. Donc, du coup, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Écoutez-le. Écoutez ce monsieur-là. Et puis, vous allez porter votre analyse. Non, quatrième mandat. Non, quatrième mandat. Pas d'élection. Pas d'élection. Monsieur Ouattara, ici à Dialekrewa, nous allons préparer ta sauce. Les progénitures vont manger. Monsieur Macron, ici à Dialekrewa, à Kiberoua, en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de préparer ta sauce. D'ici le samedi, vous allez manger. Monsieur Macron, Monsieur Emmanuel Macron, nous sommes en train de préparer ta sauce. Ici à Dialekrewa, ici à Kiberoua, la France va manger. Ici à Dialekrewa, non au quatrième mandat. Non au quatrième mandat. Non au français. Non au français. Non à la France. Non à la France. Non au français. Non au français. Non à Macron. Non à Macron. Non à Macron. Non à Macron. Non aux amis de Macron. Non aux amis de Macron. Non aux amis de Ouattara. Non aux amis de Ouattara. Non à Ouattara. Non à Ouattara. Va chez toi. Va chez toi. Monsieur Ouattara, tu nous as provoqué, tu nous as trouvé. Tu nous as formé, tu nous as trouvé. Tu nous as donné, on va te redonner. Vive Dialekrewa. Vive Laurent Gbagbo. 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 On ira jusqu'au. On ira jusqu'au. On ira jusqu'au. On ira jusqu'au. Bonjour, je suis le président Loulou Yoro. Nous avions décidé de manifester contre le quatrième mandat. Et ça faisait quoi? En barrant tout chemin, en manifestant, en empêchant de voter. On criait notre ras-le-bol, et nous tous, on le sait. Mais, effectivement, bon, c'est vrai que je ne peux pas dire tout ce que les gens n'ont pas, tout le monde n'a pas prévu, mais on est conscient entre nous que d'autres avaient prévu brûler des marchés et autres choses. Je m'avais vous dire de laisser tomber. Et de laisser tomber pourquoi? Je vous donne deux raisons. La première, laisser tomber parce que, après une réflexion et après consensus avec vos grands frères hier, j'ai trouvé que je devais obtempérer, je devais coopérer. Donc, je venais dire à mon village de ne pas rentrer dans ce plan. Oui, mesdames et messieurs, comme je vous le dis tout le temps, vous savez, quand on est nul, même on est prêt à épouser le diable. Quand une personne est nulle, là, cette personne, elle peut être prête à épouser le diable. Vous voyez des gens, c'est-à-dire, ils ne font confiance qu'à la parole qu'on leur dit. C'est-à-dire, tellement ils sont désespérés. C'est-à-dire, il faut être désespéré. Et puis, un homme de sa trempe, un vieux de sa trempe, un homme pareil. C'est-à-dire que toi-même, là, si tu as envie de faire enfant, même, tu peux voir tes petits-enfants. Et tu projettes avec tes sbilles d'aller brûler un marché. Moi, je leur ai toujours dit, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire n'est plus, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara n'est pas la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, c'était du cafouillage, de la gabégie à tout point, de la gabégie à tous les coins des rues, de la bavure policière. Est-ce que les gens ont vécu? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, là, c'est une Côte d'Ivoire civilisée. C'est une Côte d'Ivoire où les droits humains sont respectés. C'est une Côte d'Ivoire où l'ordre règne. C'est ce que les gens là doivent comprendre. Ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la Côte d'Ivoire d'hier. Et regardez des gens comme ça. Force reste toujours à la loi. Il disait tout de suite dans sa vidéo qu'ils iront jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, il est dans la main des forces de l'ordre. Et là, son langage change. Il change de verbe. Il change de comportement parce qu'il n'a pas le choix. C'est ça la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara. Tous les fauteurs de troupes doivent être mis à l'ordre. Doivent être remis à leur place. Doivent comprendre que non, le désordre ne règne pas partout. Voilà, c'est désolant, mais c'est triste quoi. Et puis une personne de sa trempe, vous voyez, mesdames et messieurs.
Et c'est à ça qu'ils veulent nous ramener encore. Ça dit plus de 10 ans, 15 ans en arrière. Ils veulent nous envoyer 20 ans en arrière, ces gens-là. Mais c'est pas possible. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je vous dis que c'est désolant en fait. Être opposant, c'est aussi être ambitieux. Ce sont des ambitions. Et je crois à ces ambitions. Pas l'opposition ivoirienne actuelle que nous connaissons. Je ne parle pas de Simone Gbagbo. Je ne parle pas de Jean-Luc Bion. Je ne parle pas de Harriet Lagou. Je ne parle pas d'Awa Domelo. Je ne parle pas de ceux-là. Parce que eux, dans l'opposition, ils ont une autre vision de la politique. C'est comme ça. Parce que quand vous voulez l'alternance sur la voie démocratique, c'est vrai, le chemin peut être périlleux. Voilà, le chemin peut être périlleux, mais déjà avec la foi, avec la croyance en vous-même, avec la stratégie que vous mettez en place, on ne sait jamais la chance de vous sourire. Mais quand vous regardez ce front commun qui n'a Dieu que la désolation, qui n'a d'oreille que la consternation, qui est dans une logique de vouloir détruire pour attirer les regards, qui est dans une logique de pouvoir tout décimer sur son chemin, l'essentiel pour eux que la Côte d'Ivoire ne soit plus gérable. L'essentiel pour eux que les Ivoiriens retournent au temps jadis. Ils veulent qu'on revienne en 2000, en l'an 2000. Ils veulent qu'on revienne en l'an 2000. Après 2010, ils veulent qu'on recule. Ils veulent que nous allons à reculons. Non, nous ne pouvons pas l'accepter. Vous savez, faire la politique est une chose, mais maîtriser la politique en est une autre. Aujourd'hui, les gens pensent que faire la politique en Afrique, c'est une affaire d'appartenance sociale. C'est une affaire d'appartenance familiale. C'est une affaire d'appartenance sociologique. Non. D'abord, il faut maîtriser l'état sociologique des gens que vous voulez gouverner, que vous voulez gérer. Des gens, ils sont déjà dépassés par le temps. Gbagbo était à La Haye. Il a fait pratiquement combien d'années là-bas? Vous voyez, donc il est dépassé par la sociologie politique des Ivoiriens dans leur ensemble, dans leur globalité. Donc du coup, le gars revient toujours avec l'esprit de 2005, de 2000, de 2005 et de 2006, et ainsi de suite. Non, la Côte d'Ivoire n'est plus à ce niveau. Allez-y dire à ce monsieur-là, qui ne sait pas ce qu'il fait de sa vie, que aujourd'hui là, le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire à un niveau de sécurité que vous ne pouvez pas imaginer. Mais si vous, à partir du moment où vous allez comprendre cela, vous allez comprendre que nul ne peut quitter ailleurs venir déstabiliser ce pays-là. Ça, c'est terminé. C'est dans le passé. Ça, c'est terminé, ça. Prochainement, je ferai une autre vidéo sur la sécurité de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais de façon superficielle, je vais vous expliquer comment l'état de Côte d'Ivoire est géré. Sur le plan civil, sur le plan militaire, je vais vous expliquer un peu pour que vous ayez une idée. Pour que vous évitez de vous lancer dans des aventures qui ne porteront aucun fruit. Il faut éviter d'être suicidaire par vos actions. C'est pas ça la politique. La politique, ce sont les débats d'idées. La politique, là, ce sont les contradictions. De façon intelligente. Voilà. Avec votre état intellectuel. Avec votre état d'esprit. Votre savoir-faire les choses. Avec tout ce savoir-faire que vous avez. C'est un jeu d'action. Voilà. C'est des coups que vous portez comme si vous étiez en train de jouer à un jeu d'échecs. Alors, il faut porter l'adversaire à l'échec et max. Pour pouvoir espérer crier victoire. Alors qu'avec Alassane Ouattara, l'autre, il a dit, il n'a pas caché. Pendant un de vos rassemblements, Pascal Affi-N'Guessan vous a dit que Alassane Ouattara a tout verrouillé. Et également, il n'a pas menti. Alassane Ouattara a tout verrouillé. Il a tout verrouillé. Sur le plan sécuritaire, il a verrouillé. Sur le plan économique, il a verrouillé. Sur le plan politique, il a verrouillé. Sur le plan social, il a verrouillé. Sur le plan de développement, il a verrouillé. Vous voyez, même à l'aspiration politique pour le futur, pour la jeunesse, pour le bien-être social des Ivoiriens, même dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, Alassane Ouattara a déjà verrouillé. Celui qui va venir après lui, là, lui, il ne fera que pousser les pions. C'est fini. Celui qui vient après Alassane Ouattara, il ne fera que pousser les pions. Il ne va même pas faire d'efforts. Alassane Ouattara a tout déposé. C'est que vous ne savez. Il a tout déposé. Celui qui s'élève aujourd'hui, qui dit qu'il va brûler, ne serait-ce qu'un petit endroit d'un quartier, les heures qui suivent là, il sera mis aux arrêts. Voilà, ils seront mis aux arrêts. Les heures qui suivent, ceux qui vont tenter cela, les heures qui suivent, seront mis aux arrêts. Parce qu'un État est toujours un État. Ça veut dire que c'est des gens qui y vivent. Voilà. Un État, ce sont des gens qui y vivent. Et ces gens sont soumis à des règles. C'est la société des hommes. Nous sommes soumis à des lois. Quand bien même qu'aucune loi ne contrôle la volonté des hommes. Mais les hommes sont soumis à des lois. Dans un État de droit, tout le monde est soumis aux lois. Vous êtes soumis aux lois autant que tout le monde. Que vous soyez politique ou apolitique. Que vous soyez citoyen lambda ou président d'institution. Tout le monde est soumis à la loi. Et tant que les gens n'ont pas encore enregistré cela dans la tête, ça sera très difficile que les gens s'en sortent mentalement, politiquement, socialement, même sur le plan politique, même sur le plan familial. Voilà, même sur le plan de la vie de tous les jours. Vous ne pouvez même pas mener un débat cohérent. Vous ne pouvez même pas convaincre même des enfants de CP2. Parce que déjà, quand vous vous en prenez au bien des gens,
à supposer que dans un marché, quand vous écoutez ce monsieur, dans un marché, vous brûlez tout. Est-ce que vous avez la latitude, vous avez la possibilité, vous avez l'intelligence de dissocier qui est pro-Babo, qui est pro-Alassane, qui est pro-RHDP, qui est pro-Front commun dans vos bêtises-là? Est-ce que vous avez la lucidité, l'intelligence de dissocier qui est qui en ce moment si vous vous en prenez au bien commun? Les marchés, les supermarchés, des boutiques, des services. Quand vous vous en prenez à ces gens, à ces gens de lieux, à ces gens d'entreprise, à ces gens d'endroits, vous vous attendez à quoi? Vous pensez que vous allez partir mettre du feu à un marché ou à un service ou à une entreprise, vous allez pour une boutique, vous allez partir mettre du feu et puis les gens vont s'asseoir pour vous regarder? Vous comptez sur quoi? C'est encore l'occasion pour moi de dire aux gens de revenir à la raison raisonnante. C'est ce qui sera mieux pour vous et pour tout le monde et pour tous vos proches. Je ne dirais pas que pour nous tous, pour vous et vos proches. Ceux qui appellent à la désolation, ceux qui appellent à la destruction, ceux qui appellent au chaos, ceux qui appellent à la destruction, ceux qui appellent au désordre, moi je leur dis de se ressaisir. Voilà, quand bien même qu'il y a plusieurs manières de se suicider, mais ils n'ont qu'à choisir la bonne manière. Parce que ça, c'est pas la bonne manière. Nous sommes tous des populations d'un même endroit, d'un même pays, mais en même temps que d'autres cherchent à se construire, ceux qui cherchent à se construire ne seront jamais d'accord avec ceux qui cherchent à détruire. Et donc, c'est le moment de faire bonne presse, voilà, de revenir à la conscience et à la raison raisonnante, et de s'asseoir, de réfléchir, et de pouvoir utiliser son libre arbitre à bon escient. Même si tu ne l'as pas fait pour toi-même, mais il faut penser à ta progéniture, il faut penser à ta postérité. Aujourd'hui, là, voilà des gens qui ont atteint un certain nombre d'âge, il a atteint un certain âge, mais il n'arrive plus à réfléchir comme un être humain normal. Vous entendez ce qu'il dit? Parce qu'il est pris. Vous savez, devant la justice, là, on n'a pas le choix. Hein. Devant la loi, on n'a pas le choix. Devant la loi. On n'a pas le choix devant la loi. Force reste toujours à la loi. Et ces personnes-là, ils seront pris comme ça, un à un, comme des fourmis, un à un. Ils seront picourés comme ça, un à un par la loi. Jusqu'à ce que, comment on appelle, ce front commun-là soit complètement déstabilisé de toute sa quintessence de désordre. Tout ce qui constitue sa ressource de désordre-là. Il faut que ce front commun soit débarrassé de tout ça par la force de la loi. Et donc, moi je pense que dans la vie, on a deux choix. Soit on décide d'être du côté des gens qui réfléchissent comme des humains et qui vivent comme des humains, soit on décide de se comporter comme des animaux pour qu'on soit traité de la sorte, pour qu'on soit traité comme des animaux. À partir du moment où nous sommes une société, en tant qu'être humain, nous formons une société des humains, il est bien séant, il est normal que nous réfléchissions comme des êtres humains. Des gens qui vocifèrent et qui crient pour rien. Il crie. Ça veut dire qu'il ne peut pas tenir un discours. Vous voyez tout ce qu'il a dit, il a vociféré, il a crié, il a dit quoi? De bon, de concret. Qui puisse attirer l'attention de quelqu'un, qui puisse amener quelqu'un à douter de son choix politique. Ça n'existe pas chez eux. Ils viennent, c'est des discours guerriers, c'est des menaces, c'est des promesses des menaces. Un problème politique de la Côte d'Ivoire, le nom de Macron vient chercher quoi là-bas? Un problème politique qui est inhérent à la Côte d'Ivoire, qui est relatif à la Côte d'Ivoire. Le nom d'un président français vient chercher quoi là? Je vais préparer une vidéo sur la sécurité dans son ensemble, de façon globale. Et puis je vais essayer d'échanger à ce propos, voilà, pour que les uns et les autres aussi puissent avoir une idée de comment un État est géré par un homme qui s'est apaisanti sur la sécurité à tous les niveaux. Voilà des gens qui viennent et pensent que la politique c'est au hasard, on fait la politique et on gère un État au hasard. Non, vous pouvez arriver au pouvoir d'État par hasard, mais la gestion c'est autre chose. Votre gestion peut être calamiteuse si vous n'avez pas les rudiments nécessaires, intrinsèques et intellectuels pour pouvoir gérer un État. Votre gestion sera toujours chaotique et calamiteuse. Et ça, on l'a constaté ça et là, par le passé. Ils font croire que nous ne venons de nulle part et que nous n'avons pas un passé auquel on peut réfléchir et peut comprendre un certain nombre de choses aujourd'hui. Nous arrivons à comparer les gestions. La gestion de la Côte d'Ivoire en 2010 et avant 2010. De 2000 en 2010, la gestion de la Côte d'Ivoire. Et de 2011 à aujourd'hui, la gestion de la Côte d'Ivoire. Même quand on met tous les Ivoiriens ensemble, il faut faire un choix. Je pense que les esprits les plus aguerris, les consciences les plus aguerries, partons du fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire revient de loin. De 2011 à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a atteint un niveau que tout le monde voudrait que nous allons au fur et à mesure en crescendo au développement. Voilà. Et que nous n'allons pas de façon biaisée, mais de façon bémolisée. Voilà, pour parler comme les gens de musique. Il faut qu'il y ait un bémol. À chaque point, il faut qu'il y ait un bémol. Et c'est ce que le président Ouattara est en train de montrer aux Ivoiriens.
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est adulée au-delà de ses frontières. Je ne parle pas des jalousies d'à côté à côté, non, non, non. Je parle des pays qui sont comptés, qui sont respectés à travers le monde. C'est en cela que la Côte d'Ivoire se hisse au niveau vraiment des pays qui sont considérés. Quand bien même que nous soyons un pays africain. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a son mot à dire. Même en Afrique, la Côte d'Ivoire a son mot à dire. Donc nous devons cela à qui? Au président Alassane Ouattara. Voilà. Même quand il n'aime pas le lièvre, tu reconnais qu'il court vite. Ça aussi, c'est bon. Ça fait partie de l'honnêteté. Donc, mesdames et messieurs, sur ce, je vais mettre fin à mes propos tout en vous souhaitant tout le mal que je vous souhaite tout le temps, c'est-à-dire la paix chez vous, la paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix de l'état d'âme, la paix physique à tous les niveaux, dans vos familles, dans vos maisons, dans vos services, partout où vous êtes, je vous souhaite la paix. Et à très prochainement pour notre prochaine vidéo. Voilà, nous allons porter notre analyse sur la sécurité et chacun aura du temps de méditer à son niveau. Donc, mesdames et messieurs, merci et à très bientôt.